Bonjour chers téléspectateurs de Télé-École, la première chaîne éducative et scolaire du Sénégal. Aujourd'hui, dans Parlons Philosophie, nous avons le plaisir d'accueillir Dr Fallou Samb. Dr Fallou Samb est professeur de philosophie à Mbacké, au lycée de Mbacké 3. Monsieur Samb, bonjour. Bonjour Pape Bouya, Voilà. je suis très content de votre invitation. Merci. Monsieur Samb aura aujourd'hui le plaisir de discuter avec nous et d'échanger avec nous sur la méthodologie de l'étude de texte en philosophie. Vous savez, au baccalauréat, les épreuves de philosophie ou l'épreuve de philosophie comportent 3 parties. Les 2 sont des dissertations. Le 3e sujet est un sujet proposé aux élèves dans l'étude de texte de philosophie. Alors, pour l'explication de texte, M. Samb, pour l'étude de texte en philosophie, qu'est-ce qu'une étude de texte en philosophie? Voilà, bonjour Pape Bouya, permettez-moi de vous saluer et de vous remercier de l'invitation. Et je salue également l'ensemble des téléspectateurs de Télé-École. Alors, pour ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est l'étude de texte en philosophie. Alors, étudier un texte en philosophie revient à d'abord le lire, ensuite à essayer de l'élucider, de le comprendre, mais également d'en rendre compte. Donc, quand on parle de l'étude de texte, il s'agit effectivement pour l'élève ou bien pour le candidat de lire le texte et de rendre compte des idées, de la structure, également du contenu. Très bien. Parce qu'en réalité, la première difficulté qui s'offre à l'élève ou au candidat du baccalauréat lorsqu'il se retrouve devant l'épreuve de philosophie, lorsqu'il choisit par exemple de traiter le sujet numéro 3, l'explication ou en tout cas l'étude de texte, lire un texte. Très bien. Voilà. Comment lire un texte? Voilà une très grande question, Pape Bouya. D'habitude, je dis aux élèves en face des épreuves, il faut d'abord bien choisir. Qu'est-ce que j'appelle choisir? Choisir, c'est d'abord de lire les 3 sujets, parce qu'il ne faut pas avoir de préférence pour la méthodologie ou bien pour le commentaire ou bien pour la dissertation. Donc, il faudrait se préparer à la dissertation, mais également au commentaire de texte. Et au baccalauréat, l'élève aura 2 commentaires, 2 dissertations et un commentaire de texte. Alors, lire, d'abord, je définis la lecture comme un acte de l'intelligence. C'est vrai qu'on peut lire sur un support physique, on peut lire également sur un support numérique, mais pour ce qui concerne les candidats au bac, il s'agit d'un texte, d'un support, d'un texte d'un auteur, tiré par exemple de la littérature, du cinéma, ça veut dire un texte transcrit, quoi. Donc la lecture, c'est la capacité qu'a l'élève de déchiffrer, par exemple, un texte graphique en ce qui concerne le commentaire au baccalauréat, et essayer de comprendre le sens global. Et ensuite, maintenant, de rendre compte de cela. Donc, c'est pourquoi je dis, il y a qu'est-ce que lire et comment lire. Je pense que cette question-là, vous allez y revenir. Donc, lire est un acte de l'intelligence consistant à parcourir un texte, essayer de le déchiffrer et d'en comprendre le contenu. Tout à fait. Bon, je vais relancer sur cette question-là. Comment dire? En philosophie, lorsque l'élève se retrouve devant le texte, donc s'il choisit de faire l'étude de texte, comment il doit procéder d'un point de vue factuel à lire le texte? Alors, j'ai l'habitude de dire que la lecture de texte est un exercice d'abord physique. C'est à la fois physique et intellectuel, mais c'est d'abord physique. Alors, en face du texte, l'élève doit d'abord lire et relire le texte plusieurs fois. Et j'ai l'habitude de dire aux élèves, il faut lire avec un stylo ou bien un critérium ou bien un crayon en main. Parce qu'il s'agit de lire, mais également d'interagir avec le texte. Donc, et d'être présent. Moi, je dis que l'élève doit marquer de sa présence. En fait, il doit marquer de sa présence le texte. C'est-à-dire, il doit être présent dans le texte. Comment il doit être présent? Par exemple, l'élève doit souligner tous les mots clés, doit encadrer les connecteurs logiques. Et j'ai l'habitude également de dire que l'élève doit, au-delà de cela, souligner tout ce qui peut aller ensemble. Par exemple, il y a des mots, et c'est là que l'on appelle le champ lexical en français. Voilà. Par exemple, je dis il faut utiliser des couleurs différentes. Par exemple, le bleu, le texte de tout à l'heure, vous allez voir que j'ai utilisé des couleurs différentes. Utiliser le bleu pour le même champ lexical et pour les mêmes mots qui renvoient à la même idée générale. Utiliser également une autre couleur pour les mots qui renvoient à une autre idée générale. Et à la fin, l'élève voit le texte se dessiner devant lui-même.
Et en cela également, il est important de souligner les mots-clés. Par exemple, je dis, il faut marquer de 2 traits, en fait, les mots qui structurent le texte, en fait, les mots-clés. Et ce que Descartes appelle marquer d'une plume, par exemple, d'un trait de plume, voyez-vous, les mots et les difficultés également. Parce que quand l'élève voit qu'il y a un mot qu'il ne comprend pas, il ne doit pas abandonner le texte, il doit s'appuyer sur les autres mots, en fait, qui lui donnent une certaine lumière pour pouvoir déchiffrer le texte de façon générale. Donc, ce que l'on appelle globalement, comment lire, c'est lire en interagissant avec le texte, mais également d'être présent tout autour du texte afin d'en rendre compte. Tout à fait. Donc, dans le but de le comprendre. De le comprendre. Maintenant, si l'élève l'a déjà compris, en fonction de ce qu'il a déjà fait par la lecture, avec le crayon ou avec le stylo, en encadrant, en encerclant, en cherchant les mots difficiles, tout ça. Après, c'est dans quel but? C'est pour faire quoi? Par exemple, en philosophie, qu'est-ce qui est attendu de l'élève après compréhension? Alors, ce qui est attendu de l'élève, et je pense que je vais même m'attarder un tout petit peu sur cette compréhension-là, parce que ce n'est pas évident que l'élève voit un texte pour la première fois et le comprend d'un trait. Bon, c'est tout à fait possible. On n'a pas de préjugés à l'égard des élèves, mais pour comprendre un texte, il faut du temps. Par exemple, il faut relire le texte, il faut souligner le texte plusieurs fois. Descartes, dans la lettre préface au principe de la philosophie, nous dit qu'il faut lire au moins 4 fois. Donc, il faut lire au moins 4 fois. On le dit ici parce qu'il parle des principes de la philosophie, mais en ce qui concerne le commentaire de texte, il faudrait, pour l'élève, lire le texte plusieurs fois, au-delà même de 4 fois. Et, par exemple, la première lecture, c'est de lire, comme dit Descartes, et de s'informer du thème, par exemple, de ce que l'auteur traite dans le texte. Deuxième lecture, de repérer les difficultés. Troisième lecture, essayer de comprendre les difficultés. Quatrième lecture, de faire une sorte de ramassis de tout ce qui a été dit et des difficultés. Essayer maintenant de s'appuyer, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur les éléments de lumière pour comprendre les éléments d'obscurité. Et maintenant, cette lecture doit mener maintenant à une compréhension globale du texte. Tout à fait. Et les élèves n'ont pas besoin de dire que ce texte-là, par exemple, je ne connais pas l'auteur, je ne vais pas, par exemple, le choisir. La connaissance de l'auteur n'est pas requise pour pouvoir exploiter un texte en philosophie. Parce qu'on n'interroge pas. C'est toujours dans la même perspective de ce qu'on disait. Il ne s'agit pas de l'histoire générale de la philosophie. Il ne s'agit pas d'interroger l'élève sur l'histoire de la philosophie, sinon on aurait dû lui demander, par exemple, d'expliquer la pensée de l'auteur, etc. Donc, on ne lui demande pas cela, on lui demande d'expliquer le texte qui est comme une entité autonome qui se présente devant lui. Maintenant, tous ces préalables-là doivent mener simplement à une compréhension du texte. C'est-à-dire l'élève est maintenant apte, après plusieurs lectures, après être présent, c'est-à-dire après avoir marqué de sa présence, en fait, le texte, ce que j'appelle marqué de sa présence, je l'ai défini tout à l'heure. Et maintenant, une fois le texte totalement compris, l'élève maintenant peut passer à ce qu'on appelle rendre compte du texte. Très bien, rendre compte du texte. Est-ce qu'il y a des exigences minimales pour rendre compte de ce texte-là qu'on a déjà compris par la préparation? Une fois que l'élève passe à la rédaction, quels sont les points attendus? Est-ce qu'il doit faire une introduction? Est-ce qu'il doit développer? Est-ce qu'il doit faire une conclusion? Alors, sur ce plan, l'élève doit se mettre à l'idée qu'il doit rendre compte du texte de façon fidèle. C'est-à-dire, il y a des choses qu'il doit éviter, il y a des choses également qu'il doit faire. Ce que l'élève doit éviter, c'est d'abord de prendre le texte, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme étant un élément d'une doctrine qu'il doit expliquer. Donc, ce n'est pas une leçon sur l'histoire de la philosophie, mais un texte comme étant en fait une entité autonome qu'il doit déchiffrer. Oui. En un mot, la connaissance de l'auteur, la connaissance de la doctrine de l'auteur ne sont pas nécessaires. Absolument, ce n'est pas nécessaire. Deuxième élément que l'élève doit éviter, c'est de par exemple prendre le texte comme un prétexte pour faire une dissertation. Parce qu'on s'est rendu compte au bac par expérience que beaucoup d'élèves ils ont inventé même une nouvelle méthodologie consistant à disserter sur le commentaire. C'est-à-dire à disserter sur le texte, quoi. Non seulement en faisant des digressions,
ou bien ils se sont préparés à la dissertation, ils viennent, ils voient que les deux sujets sont un peu corsés. Maintenant, ils transforment le texte en une dissertation. Donc c'est à éviter. Et à éviter. Donc l'élève doit éviter de prendre le texte comme un prétexte pour disserter. Pour disserter, très bien. Troisième élément, l'élève doit éviter de faire ce qu'on appelle des contresens. Contresens, comme son nom l'indique, contre le sens du texte. C'est-à-dire l'élève doit éviter de faire dire à l'auteur ce qu'il n'a pas dit. Ou bien de faire dire à l'auteur le contraire de ce qu'il a dit. Parce que l'élève peut, par exemple, à partir du texte, tirer des conclusions ou bien prolonger le texte. Ça, c'est tout à fait possible. Mais tout ce que l'élève doit dire à propos du texte doit trouver, en fait, son répondant. C'est-à-dire, il doit dire, c'est cela qui me permet de dire cela dans l'explication. Donc, troisième élément à éviter, c'est cela donc. Quatrième chose à éviter, c'est de sortir du texte pour ne plus revenir. Parce qu'il y a certains élèves, ils ont un texte à expliquer, ils commencent à expliquer le texte et du coup, ils sortent un peu du texte et ils s'en vont pour ne plus revenir. Ça également, c'est tout à fait à éviter. Cinquième chose à éviter, c'est par exemple de voir le texte et de vouloir l'expliquer, par exemple, sans pour autant avoir une stratégie d'explication. Parce qu'il y a des élèves, ils voient le texte, ils commencent à prendre le texte, ils l'expliquent de la première phrase à la dernière phrase. C'est une possible façon de procéder, mais il faudrait que ça soit organisé. Autrement dit, la démarche doit être organisée et c'est cela l'importance de ce qu'on appelle une méthodologie qui vient de méthodos, ça veut dire chemin vers. Autrement dit, l'élève qui n'a pas un bon chemin, qui ne connaît pas le chemin, la méthodologie, ne va pas pouvoir expliquer avec méthode justement le texte. Et justement, quelle est cette méthode-là en philosophie? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, en face du texte, l'élève doit, après avoir fait tous ces préalables-là, l'élève doit passer maintenant à l'explication du texte. Alors, il doit faire une introduction, un développement, une conclusion. Parce que le commentaire de texte, comme on l'a dit tout à l'heure, permet de mesurer justement la capacité qu'a l'élève de mener une réflexion personnelle. De mener une réflexion personnelle sur un texte déjà. Autrement dit, il s'agit pour lui de produire un texte 2 sur un texte 1. Maintenant, le texte 2, c'est le texte de l'auteur. Le texte 1, c'est le texte de l'auteur. Le texte 2, c'est le texte que l'élève produit lui-même à partir du texte 1. Sans pour autant en trahir le sens. Et sur ce plan, on demande à l'élève de faire une introduction, un développement, une conclusion. Mais pour faire tout cela, il faudrait identifier un élément extrêmement important en philosophie, c'est ce qu'on appelle le problème philosophique. Donc l'élève doit identifier dans l'introduction le problème philosophique soulevé dans le texte. Mais pour cela, on dit à l'élève que dans l'introduction, il y a 4 exigences. Première des exigences, c'est de décliner le thème du texte. Maintenant, comment l'élève trouve le thème? Il lit le texte, il a été présent dans le texte, il dit quel est l'objet du texte, ou bien de quoi parle l'auteur dans le texte. Donc, poser cette question revient à trouver le thème. Et l'on a l'habitude de dire aux élèves que pour trouver le thème, donc il faut poser cette question, mais la plupart du temps, la nature du thème, c'est souvent une ou plusieurs notions du programme. Par exemple, vous pouvez avoir un texte où on interroge l'élève, ou bien l'auteur parle du doute, par exemple. Sous ce rapport, l'élève peut dire ce texte etc., aborde le thème du doute. Vous pouvez avoir un texte comparatif où l'auteur met aux prises la religion et la philosophie, par exemple, ce que l'élève a appris en classe. Et donc, ce que l'élève a appris en classe, c'est ce que l'on lui donne justement dans les textes. Il peut voir, par exemple, un texte où l'auteur parle de philosophie. Mais j'ai l'habitude de dire aux élèves, faites attention à dire, par exemple, dans ce texte, l'auteur parle de philosophie. Parce que pratiquement tous les textes peuvent d'une quelconque façon parler de la philosophie, mais c'est très vague, très bien. L'élève doit se poser la question pour être plus précis de quel aspect de la philosophie est abordé dans ce texte-là. Par exemple, on peut avoir un texte qui aborde le thème de la définition, un texte qui aborde le thème de l'origine, du rapport de la nature, de la valeur, etc. Donc, l'élève doit être attentif par rapport au thème. Et j'ai l'habitude pour théâtraliser. C'est le thème qui permet à l'élève de ne pas faire hors sujet. Très bien. C'est le thème qui permet à l'élève de ne pas faire hors sujet. J'ai l'habitude de dire aux élèves, par exemple, vous pouvez voir, par exemple, on peut parler du Guerre-Tchaf de plusieurs façons. Vous pouvez voir, par exemple, si on caricature ou bien on prend cela comme un exemple, si on a un texte, on aurait un texte, ou bien si on avait un texte qui parle du Guerre-Tchaf,
On peut parler du Gerte Caaf de plusieurs façons. On peut parler, par exemple, de l'importance du Gerte Caaf. On peut parler de comment on fait le Gerte Caaf. Ou bien de l'actualité, quelle est sa place aujourd'hui dans le monde. Donc, l'élève doit dire quel aspect de la philosophie est abordé dans le texte. Après, donc, le thème, il y a ce qu'on appelle la question philosophique ou bien le problème philosophique. Parce que les auteurs interviennent toujours sur un aspect ou bien un problème, en fait, sur lequel ils réfléchissent. Tout à fait. Un problème philosophique, c'est la plupart du temps une question qui taraude, par exemple, les gens. Une question difficile qui ne nécessite pas une seule solution, mais plusieurs solutions. C'est pourquoi les gens peuvent en débattre. Donc, l'auteur intervient sur cette question-là. Maintenant, ce n'est pas à l'auteur de dire « je réponds à cette question », c'est à l'élève de voir comment l'auteur a écrit son texte, de déceler maintenant, l'auteur tente de répondre à quelle question. Et donc, cela est implicitement logé au fond du texte qui demande une lecture, parce que tout cela aussi fait partie de voir comment l'élève arrive-t-il à déchiffrer le texte et à en comprendre le contenu. Donc, c'est ça que l'on appelle la question philosophique du texte ou la question philosophique du texte. Est-ce qu'on peut le dire ainsi? C'est la question à laquelle l'auteur tente de répondre. Absolument. C'est ce qui a motivé à l'auteur d'écrire ce texte-là. Tout à fait, tout à fait. Donc, c'est une question qui n'est pas dans le texte, mais la compréhension globale du texte permet à l'élève ou au candidat de comprendre la question à laquelle l'auteur va essayer de répondre. Tout à fait, tout à fait. Il est même possible souvent que cette question soit dans le texte. Il est possible. Mais souvent aussi, ce qui découpe les textes, souvent c'est pour ne pas trop faciliter les choses, qu'on enlève cette question. Mais il se peut que la question soit dans le texte. Il y a un exemple de Jean-Pierre Vernant, où commence la philosophie. Voilà, très bien. Le texte commence par où commence la philosophie. Déjà, vous avez la question à laquelle l'auteur tente de répondre, et la suite, c'est la réponse. Très bien. Et donc ici, ce que l'on évalue chez l'élève, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est sa capacité à rendre compte du texte. Et les élèves qui pensent souvent qu'ils n'ont pas de prérequis pour faire un commentaire de texte, ils ont tort. Parce qu'ils ont appris à commenter dans les autres matières. On leur donne un paragraphe à commenter, on leur donne une image à commenter. Même dans la vie de tous les jours, ça veut dire que les élèves donc savent commenter. Mais quand il s'agit de la philosophie, ils commencent à avoir peur, etc. en disant c'est la philosophie, mais on se rend compte qu'ils savent le faire. Ils commentent des matchs de football, et c'est ce qu'on appelle les préacquis. Ils commentent effectivement par exemple des diagrammes, des événements, etc. Donc l'élève la politique a tout ce qu'il faut pour faire un commentaire de texte. Et maintenant, après la question philosophique, il y a la réponse que l'auteur donne ou bien tente de donner à cette question. Parce que cette question, elle est fondamentale. La réponse de l'auteur est une réponse parmi plusieurs réponses. Donc l'auteur propose dans le texte toujours son point de vue. Et c'est le point de vue que défend l'auteur. Point de vue, c'est comme son nom l'indique, un point dans lequel on se situe pour voir. Donc, maintenant, l'élève doit traquer le texte pour voir dans quelle phrase, dans quel passage l'auteur donne-t-il son point de vue. Il y a des textes maintenant qui sont très difficiles où l'auteur ne donne pas explicitement son point de vue. Il faudrait un effort intellectuel pour déchiffrer en fait le contenu afin de comprendre en fait le point de vue qu'il donne. Mais il y a toujours une indication dans le texte. Maintenant, c'est à l'élève de parcourir avec attention le texte pour voir quelle est la phrase qui permet de déceler le point de vue de l'auteur. Et sur ce plan également, il y a lieu de s'interroger sur cette question. Comment les philosophes écrivent? Parce que quand on arrive à répondre à cette question, on va se rendre compte effectivement de comment souvent les textes sont écrits. Les philosophes, ils sont comme des mathématiciens souvent. Ils mettent par exemple une hypothèse, ou bien ils mettent un axiome, ou bien un postulat, et ils s'emploient à le démontrer. Donc sous ce rapport, on va dire, soit ils partent du particulier au général, ou bien du général au particulier. Ou bien encore, ils viennent, par exemple, parler d'une idée courante qui a été là, une conception commune. Ils disent, voilà ce que les gens ont pensé de cette question-là. Je pense au texte d'Alain qui définit la démocratie, mais il dit, les gens définissent comme ça la démocratie, etc. Et ce sont de mauvaises définitions. Et ensuite, il vient, par un connecteur logique, dire, par exemple, que voilà maintenant... Donner sa propre donner sa propre conception de la démocratie. Donc, si l'élève connaît ou bien a une idée de comment écrivent les philosophes,
cela peut l'aider justement à déchiffrer et à trouver justement la position de l'auteur. Souvent, au début, ou bien tout juste au début, ou bien après quelques phrases du début, ou bien à la fin, il faut faire attention à ces éléments-là parce que cela peut aider l'élève à pouvoir déceler. Repérer la thèse. Voilà, repérer la thèse. Après maintenant, la thèse, il y a ce qu'on appelle la structure du texte. La structure, parce que les auteurs aussi, l'élève doit rendre compte de comment l'auteur a écrit son texte. C'est-à-dire quelle est la structure, quelles sont les étapes du raisonnement, quels sont les arguments. Et sous ce rapport, je dis aux élèves, ne faites pas la confusion entre l'idée, l'argument et l'illustration. Les auteurs, ils ont un point de vue, une idée à défendre. Ça, c'est l'idée. Maintenant, l'idée est défendue par plusieurs arguments. Par exemple, je peux dire pourquoi la philosophie est importante. Elle est importante parce que elle est importante ensuite. Et donc, vous voyez que les deux connecteurs logiques, parce que ensuite, me permettent justement de voir l'évolution de la structure de la pensée de l'auteur. Et vous me passez véritablement la clé. D'ailleurs, les connecteurs logiques aident l'élève à voir comment, en fait, le texte a été articulé par l'auteur. Et également, il y a une précision à faire en ce sens. Il y a des élèves qui disent, nous allons diviser le texte. En premier lieu, nous allons dire ceci. En deuxième lieu, nous allons dire cela. Alors, ce n'est pas à l'élève de diviser le texte. On lui demande d'identifier le mouvement du texte. L'élève doit suivre la pensée de l'auteur, ou bien la structure du texte par rapport à ce que l'auteur dit. Absolument. C'est simplement cela qu'on essaie de voir chez lui. Donc, est-ce qu'on peut résumer l'introduction de l'étude de texte par déjà, l'élève doit présenter le thème, indiquer le problème philosophique, l'enjeu philosophique du texte, présenter la thèse de l'auteur, avancer la thèse de l'auteur. Tout à fait. Et surtout dégager la structure du texte, c'est-à-dire les différents arguments que l'auteur a apportés pour soutenir sa thèse. Très bien. Très bien, c'est cela. On peut résumer, mais il y a également un petit élément que je voudrais ajouter, qui n'est pas obligatoire de mon point de vue, mais qui est essentiel. C'est qu'à la fin de l'introduction, l'élève doit poser une question, ou bien deux questions, ou une question qui permettent d'annoncer, en fait, une question qui est en débat avec le texte, ou bien avec l'idée générale, ou bien avec la thèse du texte, permettant d'annoncer la discussion. Parce que je suis de ceux qui pensent qu'il n'y a rien qui doit figurer dans le développement qui n'ait été annoncé dans l'introduction. Et ça, c'est un problème de cohérence. Et je pense que ça honore aussi l'esprit philosophique. Et quand l'élève pose à bien cette question, cela permet, non seulement, cela permet de réaliser deux choses. La première chose, c'est que l'élève ne va pas oublier la discussion. Deuxième chose, il a une question déjà qui permet de baliser le terrain de la discussion. De préparer la discussion. Donc, l'annonce de la discussion à la dernière partie de l'introduction sous forme de question. Est-ce que cette annonce ne peut pas être faite sous forme d'affirmation? D'habitude, je demande aux élèves. Ou bien même sous forme de questionnement, plusieurs questions. Tout à fait, tout à fait. Sous forme sous forme de questions orientées. Voilà, des questions orientées. Oui, des questions orientées. Et puis, ça permet d'honorer l'esprit philosophique. Parce que la discussion, c'est le moment d'honorer l'esprit philosophique. Et quand on pose une question, par exemple, quand l'auteur considère que philosophie et religion sont antagonistes, l'élève dit, peut-on considérer que philosophie et religion soient absolument antagonistes? Les deux ne peuvent-elles pas être jumelés, etc. Et là, l'élève maintenant pose une question qui permet de problématiser un peu la position de l'auteur. D'accord, d'accord. Voilà. Donc, revenons, professeur, sur la consigne. Expliquer et discuter. En fait, généralement aussi, les élèves ont besoin de savoir ce qu'est expliquer veut dire, ce qu'est discuter veut dire. Tout à l'heure, on a parlé des arguments, des différents arguments. Donc, l'élève qui arrive à terminer son introduction, et il doit se lancer dans un développement. Tout à fait. Dans le développement, déjà, comment il fait? Il commence par expliquer et ensuite, il va discuter. Donc, comment expliquer et comment discuter? Très bien. Le mot expliquer, ça vient du latin explicare, qui veut dire déplier, qui veut dire développer. C'est quelque chose qui a été enveloppé, que l'élève doit maintenant développer. Alors, comment développer un texte? Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est faire de telle sorte que quelqu'un, par exemple, qui n'a pas fait philosophie, puisse lire votre texte 2 et comprendre le texte 1. Il s'agit de rendre compte des arguments tout en rendant compte de l'idée
de l'idée que l'auteur défend dans le texte. De la thèse de l'auteur. De la thèse de l'auteur. Donc, l'élève doit tout faire pour être très proche du texte, voir les dessous de la carte. Bien voir les dessous des cartes. Parce que l'auteur, les philosophes, ils parlent, mais ce qu'ils disent doivent être expliqués. Et sous cet angle, quand l'élève, par exemple, doit expliquer le texte, il doit suivre le plan décliné dans la structure. Par exemple, quand dans la structure, il dit que dans son premier mouvement, voilà ce que l'auteur explique, il doit commencer par ça. Maintenant, en expliquant le texte, l'élève doit penser maintenant à tout le travail qu'il a fait, tout le travail préalable qu'il a déjà fait. De préparation, par exemple, en soulignant les mots-clés, en encadrant les connecteurs logiques, etc. En expliquant, donc, l'élève rend compte des arguments de l'auteur. L'auteur dit ceci, l'élève doit se poser la question, pourquoi l'auteur a dit cela? Donc, il doit justifier. Justifier très bien les arguments de l'auteur. L'élève peut ne pas être d'accord avec l'auteur, mais il est tenu, même s'il n'est pas d'accord avec l'auteur dans le moment de l'explication, de taire, par exemple, parce que ça, c'est une possibilité. C'est divergence avec le texte. Parce qu'on lui demande de rendre compte, de rendre intelligible ce que l'auteur expose dans le texte. Tout à fait. Et donc, en cela, il explique les arguments en s'appuyant sur des mots-clés qui sont dans le texte. Mais non seulement s'appuyer sur ces mots-clés, mais les définir et de voir les relations qui existent entre les différents mots. Parce que chaque mot-clé fait appel à un autre mot-clé. Tout à fait. Et c'est pourquoi l'élève doit voir ces liens-là et en rendre compte. L'élève aussi doit rendre compte, doit justifier, mais également donner des exemples. Parce que quand le texte n'a pas d'exemple, c'est à l'élève de chercher des exemples pour montrer qu'il a bien compris le texte. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, les définitions sont d'une importance capitale. Les passages essentiels du texte qu'il a déjà soulignés, effectivement, il doit les citer. Non pas citer de longues phrases sans pour autant les expliquer. Ce n'est pas une juxtaposition de phrases sans aucune explication, mais c'est le fait de citer des bouts de phrases à partir d'un texte que vous avez produit qui ait du sens et qui est conforme à l'idée que l'auteur défend dans le texte. Voilà. Doit-il expliquer la thèse? Oui. Vous avez parlé tout à l'heure des arguments. Il doit expliquer les arguments. Bah, s'il y a des exemples, il les explique. S'il n'y a pas d'exemple, ou en tout cas, si cette partie-là de la structure n'a pas été illustrée par l'auteur, donc à lui de trouver des exemples pour illustrer la pensée de l'auteur. Très bien. Maintenant, s'il doit expliquer les arguments, comment il doit faire avec la thèse? Est-ce qu'il explique la thèse aussi, ou bien il explique seulement les arguments? Donc, la thèse, en fait, est portée par les arguments. Par les arguments. Expliquer les arguments revient à rendre compte, à justifier, à valider la thèse implicite qui supporte en fait les différents arguments. Et c'est pourquoi je dis il y a un certain nombre de questions que l'élève doit se poser. Par exemple, que dit l'auteur? Autrement dit, l'élève aussi, parmi les choses à éviter tout à l'heure, c'est également la paraphrase. Autrement dit, simplement reformuler l'auteur ou bien les dires de l'auteur sans pour autant les justifier. Se limiter à répéter les mots de maladroitement l'auteur. Très bien. Donc l'élève doit dire que dit l'auteur, que dit exactement l'auteur. Autrement dit, quel est le sens de ce qu'il dit ici. Comment il le dit. Le comment est extrêmement important. Parce que si l'auteur utilise une métaphore pour exprimer l'idée, l'élève doit dire que l'auteur utilise une métaphore. Si l'auteur utilise une négation, l'élève doit dire qu'il utilise une négation. Si l'auteur utilise une question, autrement dit, l'élève peut faire aussi des commentaires sur la forme que l'auteur utilise pour exprimer ses idées. Où il le dit, comment il le dit, que dit l'auteur, comment il le dit et où il le dit. Parce que quand vous dites où, maintenant ça permet de dire, justifiez maintenant, dites-moi dans le texte où peut-on dire que l'auteur, ce que vous dites là, a une correspondance dans le texte. Autrement dit, l'élève ne doit dire rien du texte qui ne trouve pas sa justification dans le texte. C'est pourquoi donc ces questions-là sont tout à fait importantes. D'accord. Donc, que dit l'auteur, comment il le dit, où il le dit, est-ce qu'on peut ajouter pourquoi il le dit? Pourquoi il le dit? Pour la partie justificative. Très bien, très bien. D'accord. Très bien. Et pour la phase critique, c'est-à-dire le moment où l'élève est appelé à discuter le texte? Alors, comment discuter un texte? Comment discuter un texte? Vous avez bien raison de poser cette question, parce qu'on lui demande d'expliquer et de discuter. Il y a des élèves qui pensent que la discussion n'est pas obligatoire. Or, la discussion est obligatoire
tout comme l'explication est obligatoire. Il ne s'agit pas de survoler le texte, il ne s'agit pas de, par exemple, de faire des contresens, etc. Mais il s'agit d'expliquer l'essence du texte, d'expliquer en fait le contenu et ce que l'auteur dit dans ce texte-là. Maintenant, discuter, il s'agit de prendre, c'est le moment d'honorer l'esprit philosophique. C'est le moment pour l'élève de prendre du recul par rapport au texte et d'évaluer en fait les arguments de l'auteur. Et sous ce rapport également, je pose souvent 3 ou 4 questions. Alors, qu'est-ce que discuter? Discuter, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, prendre du recul, évaluer les idées de l'auteur, prendre du recul par rapport aux idées afin de les évaluer. Que discuter? Maintenant, que discuter? On peut discuter l'argument, un ou plusieurs arguments du texte. On peut également discuter un argument du texte. Comme il est possible aussi de discuter la thèse de l'auteur. La position de l'auteur. Très bien, la position de l'auteur. Maintenant, où discuter? Où faire la discussion? L'élève a la possibilité de faire la discussion dans l'explication. Il a la possibilité aussi, après l'explication, de faire la discussion. Donc, la place de la discussion peut tenir lieu dans l'explication, c'est-à-dire l'élève peut expliquer en discutant, ou bien l'élève explique d'abord et discute ensuite. Alors maintenant, comment discuter? L'élève peut soit valider, prolonger l'auteur en apportant de nouvelles idées, en apportant de nouveaux arguments, en apportant d'autres textes. C'est pourquoi c'est l'occasion aussi pour l'élève de faire montre de sa culture philosophique. Par exemple, s'il connaît d'autres textes qui permettent de croiser ce texte-là, il peut les convoquer, soit pour valider ce que dit l'auteur, soit pour contrecarrer ce que dit l'auteur. Parce que souvent les gens pensent que discuter quelqu'un, c'est forcément contredire ce qu'il a dit. Or, il est possible de prolonger quelqu'un sans pour autant le contredire. Il est possible aussi de valider quelqu'un tout en prolongeant ses idées et d'amener, il est même possible de tirer des conclusions à partir de ce que vous avez posé. Par exemple, l'auteur a posé un point de vue. On peut tirer des conclusions que l'auteur n'a pas lui-même en fait tiré dans son texte. Deuxième, donc il y a 2 façons de discuter. Soit on prend le contre-pied de l'auteur en convoquant d'autres textes, d'autres idées, d'autres schèmes intellectuels, etc. Soit on prolonge l'auteur, soit on valide l'auteur, mais sous ce rapport, l'élève ne doit pas répéter effectivement les arguments, ou bien de la même façon, les arguments qu'il a utilisés dans la phase explicative. D'accord. Donc, on peut résumer la discussion ainsi. L'élève, si il a les moyens, parce que c'est pas seulement une question de volonté, mais c'est une question aussi de possibilité. Tout à fait. S'il peut, être d'accord avec l'auteur, il peut prolonger sa pensée en apportant d'autres arguments, en apportant d'autres éléments que l'auteur lui-même n'avait pas le temps de mettre dans son texte. Tout à fait. Ou bien, s'il trouve de l'insuffisance dans la position de l'auteur, ou en tout cas des limites dans la position de l'auteur, il peut maintenant, cette fois-ci, apporter une critique, est-ce qu'on peut l'appeler négative? C'est-à-dire, il va s'attaquer à la position de l'auteur ou à un des arguments de l'auteur. Tout à fait. Donc, il va construire là, c'est là où il construit son second texte, qui va être un texte qui s'oppose, ou en tout cas qui montre les limites du premier texte, c'est-à-dire le texte de l'auteur. Tout à fait. Merci. Et l'on demande également sur ce plan à l'élève d'éviter systématiquement de faire un usage du jeu, en disant je ne suis pas d'accord avec l'auteur, ou bien l'auteur a tort, l'auteur a raison. L'élève veut parler de façon impersonnelle, mais également de façon pertinente. Oui, raison pour laquelle il faut peut-être plus dire que si l'élève n'est pas d'accord avec la position de l'auteur et non avec l'auteur. Parce que parfois aussi les élèves ont comme habitude de s'attaquer aux auteurs et non pas à leurs idées. Maintenant, ce qui explique cela, c'est simplement que, par exemple, ils ont connu un auteur en classe et ils ont connu une position de l'auteur en classe, par exemple une idée ou une théorie qui a été expliquée. Peut-être ils ne sont pas d'accord sur cette idée ou bien cette théorie. Ils voient un texte de cet auteur-là, ils ont tendance à régler maintenant leur compte en fait dans la discussion. Alors qu'ici, il ne s'agit pas de prolonger des idées ou bien de projeter des idées dans le texte. Il s'agit d'expliquer le texte comme étant une entité autonome et de le discuter également comme étant une entité autonome. Tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup, professeur. En fait, on arrive presque à terme de la première partie. Un mot pour la conclusion. Voilà, un mot pour la conclusion. Alors, dans la conclusion, l'élève doit faire le bilan de l'explication, mais également de la discussion.
il doit faire un bilan très intelligent, consistant à rappeler d'abord le thème, à rappeler effectivement les grandes lignes du de façon brève. Et l'on dit souvent que les conclusions partielles et les phrases de transition peuvent l'aider justement, parce qu'il n'a pas besoin de relire tout son texte pour avoir une idée du texte. Il n'a besoin que de relire les conclusions partielles et les phrases de transition, et après, avec cela, faire maintenant une conclusion ou bien la première partie de la conclusion. Deuxième élément de la conclusion, c'est l'avis personnel. C'est parce que c'est un thème, c'est un débat, l'élève a fait une explication, a fait une discussion, il y a en fait une tension, une sorte de tension entre les points de vue. À la fin, il peut donner son point de vue sans pour autant faire, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'usage du jeu. Troisième élément, maintenant, c'est de dégager l'intérêt philosophique du texte. Qu'est-ce que le texte a permis de comprendre? Qu'est-ce qu'aujourd'hui ce texte-là peut permettre de comprendre, par exemple, dans notre monde dans ce monde-là dans lequel on est, dans le monde actuel. Et possibilité également de dégager des perspectives. Voilà. Alors, pour terminer, professeur, nous avons un texte qui peut aider à servir d'appui par rapport à cette explication-là. Tout à fait. Donc, le texte, il est de Djibril Samb. Je vous laisse le lire. Tout à fait. Ça, on va essayer de voir comment maintenant, d'un point de vue purement pratique, l'élève doit réussir son explication ou en tout cas son étude de texte. Très bien. Alors, c'est un texte vous pouvez lire en même temps. Après, je vais peut-être. Donc peut-être vous devez me poser la question pourquoi Djibril Samb. D'abord, c'est une façon de lui rendre un hommage parce que il fait partie des philosophes les plus influents et les plus éminents, justement, du monde. J'ai eu la chance d'être son étudiant et j'ai appris énormément de lui et je lui souhaite une très longue vie. Alors, pourquoi je l'ai choisi? C'est d'abord pour lui rendre hommage, mais également pour montrer que aussi nous avons dans nos bibliothèques, au Sénégal, un peu en Afrique, des auteurs, en fait, qui ont écrit des textes qui permettent de prendre en compte les notions du programme sénégalais de philosophie. Parce que l'on a l'habitude de dire que il y a certains qui considèrent que le programme philosophie et le programme sénégalais de philosophie est colonisé. Le programme n'est pas colonisé. C'est la façon dont nous l'enseignons qui est en fait colonisée. Par exemple, quand vous voyez un auteur qui n'utilise que des textes européens, etc., qui n'utilise que des citations d'auteurs européens, effectivement, un professeur, on pourrait dire que celui-là a colonisé son texte, son enseignement. Et je suis de ceux qui pensent que pour décoloniser un peu, il faudrait également faire une part, en fait, à ces auteurs africains qui ont produit des textes. Et la meilleure façon maintenant, c'est de se mettre à leur école. Et ce texte-là, je l'ai coupé de son livre, le tome 3, L'heure de philosopher, le jour et la nuit, quand philosopher, c'est vivre. Alors, le texte est de Djibril Samb. L'idée que la raison doit céder le pas à la foi pour se placer sous l'autorité de celle-ci est très étrange, car elles ne sont pas du même ordre. Plus encore, on ne voit pas la légitimité d'une telle prétention. Dès lors que n'étant pas du même ordre, on ne sait pas pourquoi elle devrait être reliée par une quelconque structure d'ordre hiérarchique. Il serait tout aussi étrange qu'il soit exigé de la foi qu'elle cède le pas à la raison. Une foi qui se placerait sous l'autorité de la raison ne pourrait plus vraiment être appelée foi. Dans l'acception classique, la foi est vécue comme une certitude subjective, personnelle et directe, parfaitement et absolument indépendante de toute démonstration. Elle constitue, si l'on peut dire les choses ainsi, sa propre garantie. Celle-ci lui est donc interne. Mais il faut aussitôt ajouter qu'une raison qui se placerait sous l'autorité de la foi perdrait ipso facto tout titre à être appelée raison. À la grande différence de la foi, la raison recourt à la démonstration par le biais de la déduction ou de l'induction ou par tout autre moyen équivalent. Djibril Samb. Voilà.
Voilà le texte. Donc déjà, après le travail préliminaire, l'élève doit se demander de quoi parle le texte. Très bien, très bien, très bien. L'élève peut se demander de quoi parle le texte. Donc, si vous aviez bien vu, par exemple, ce texte, ce que j'appelais, l'élève doit marquer sa présence. Quand vous voyez le texte ici, j'ai essayé d'appliquer en fait ce que nous avons dit tout à l'heure. Vous avez vu que j'ai utilisé deux couleurs. Une couleur noire, un stylo noir et un stylo bleu. Et j'ai souligné systématiquement toutes les phrases qui renvoient à la même idée. Et de la même façon, j'ai souligné également toutes les autres phrases qui renvoient au même champ lexical, comme on dit. Parce que l'élève aussi doit mobiliser, ou bien peut mobiliser ses compétences littéraires pour pouvoir rendre compte du texte. Alors ici, vous avez bien vu que c'est un texte de Djibril Samb qui parle de foi et de raison. Par exemple, le mot foi et raison reviennent plusieurs fois dans le texte. Par exemple, l'idée que la raison, l'autorité de celle-ci, une foi qui se placerait sous l'autorité, une raison qui se placerait sous l'autorité. Et sous ce rapport, même par rapport au thème, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, l'élève peut voir combien de fois tel mot revient dans le texte. Quels sont les mots qui reviennent plusieurs fois dans le texte? Parce que la répétition d'un mot dans le texte peut donner des indications, surtout que si c'est un concept. Par exemple, ici, nous avons l'idée de raison, nous avons l'idée de foi, etc. Et donc, dans ce texte-là, quand vous voyez que l'auteur parle, quand on doit sortir le thème du texte, l'auteur parle des rapports entre foi et raison, des relations entre foi et raison. Et maintenant, la question philosophique qu'on pourrait, par exemple, se poser... On retient que le thème, oui, c'est foi et raison, ou le rapport entre la foi et la raison. Les relations entre la foi et la raison. Très bien. Donc, il y a également plusieurs façons d'énoncer le thème. Oui. Voilà, très bien. Maintenant, la question philosophique que l'auteur se pose implicitement, parce qu'il n'y a pas de question ici, mais qui se pose, c'est peut-on hiérarchiser, peut-on mettre foi et raison dans une relation hiérarchique? D'accord. Parce qu'il y a plusieurs façons d'appréhender les relations entre foi et raison. On peut appréhender les relations sous un champ conflictuel ou bien sous un rapport de complémentarité, ou bien un rapport de différence. Mais l'auteur ici a choisi de ne pas aborder les choses dans ce sens-là. Donc, ce qu'il aborde, on pourrait même préciser que, par exemple, raison-foi par rapport par exemple, raison-foi par rapport à est-ce qu'on peut les hiérarchiser ou pas? On peut même revenir sur le thème et le reformuler. Mais ici donc, la question qui se pose, c'est peut-on les hiérarchiser sans dénaturer ou bien sans faire violence à l'autre? Peut-on, par exemple, mettre la raison au-dessus de la foi ou bien mettre la foi au-dessus de la raison? Donc l'auteur a choisi d'éclairer en fait cet aspect-là. Parce que donc, ce que apporte l'auteur, c'est toujours un aspect, par exemple, qu'il éclaire, ou bien un aspect qu'il prend en charge pour mieux élucider un problème, par exemple, déterminé. Donc ici, c'est le problème des rapports entre foi et raison. La foi et la raison. Donc, la question, donc, c'est cela. La thèse que l'auteur défend ici, c'est que foi et raison ne doivent point être hiérarchisées, car elles ne sont pas sur le même ordre. Car elles ne sont pas sur le même ordre. Ça veut dire que vouloir convoquer la foi et la mettre au-dessus de la raison, ou bien convoquer la raison et la mettre au-dessus de la foi, Djibril Samb considère que cela n'est pas légitime. Maintenant, c'est cette non-légitimité d'hiérarchiser deux choses qui ne sont pas de même nature que l'auteur a effectivement choisi de mettre en lumière. Quels sont les arguments qu'il apporte? Voilà, donc les arguments qu'il apporte ici, c'est deux arguments. Oui. Donc, quand vous voyez également, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai souligné systématiquement, par exemple, le premier argument, l'auteur explique que la raison ne doit pas, par exemple, être mise au-dessus ou en dessous de la raison. C'est-à-dire que la foi, la raison ne doit pas céder le pas. C'est-à-dire qu'on ne doit pas mettre la foi au-dessus de la raison. Oui. C'est-à-dire la raison ne doit pas céder le pas à la foi. C'est ça le premier argument. Et regardez les différentes phrases. Il dit,
L'idée que la raison doit céder le pas à la foi pour se placer sous l'autorité de celle-ci est très étrange. Car, donc, le car ici est encadré parce que cela permet d'expliquer la phrase la phrase précédente. Elles ne sont pas sur le même ordre. Et c'est ça le point de vue de l'auteur. Plus encore, on ne voit pas la légitimité. Donc, elles ne sont pas légitimes. Ce n'est pas légitime d'une telle prétention dès lors que, n'étant pas sur le même ordre, donc ils répètent la même idée. On ne sait pas pourquoi elles doivent être reliées par une quelconque structure d'ordre hiérarchique. D'accord, d'accord. Ce qui suit maintenant, ce qui permet de relier ça, c'est à la fin. Donc il dit, mais, ça vient maintenant à la fin. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez voir un texte où l'auteur commence l'argument au début, commence l'argument par exemple dans les 3 premières phrases, il continue l'argument à la fin du texte. C'est pourquoi l'on recommande aux élèves de faire une explication par centre d'intérêt et non pas de faire une explication linéaire, parce que quand on fait sur ce texte-là une explication linéaire, on risque de, par exemple, dans une même idée, de parler de 2 choses différentes. Or, on évalue également la capacité qu'a l'élève d'expliquer de façon ordonnée, de façon intelligible justement un texte. Parce que peut-être on va revenir tout à l'heure sur les différentes, par exemple, critères d'évaluation. Par exemple, est-ce que l'élève a conceptualisé, est-ce qu'il a argumenté, est-ce qu'il a problématisé et est-ce qu'il a bien communiqué. Voilà, très bien. À la fin, il ajoute, mais il faut aussitôt ajouter qu'une raison qui se placerait sous l'autorité de la foi perdrait ipso facto tout titre à être appelé les raisons. À la grande différence de la foi, la raison recourt à la démonstration par le biais de la déduction ou de l'induction ou par tout autre moyen équivalent. Donc la première idée, c'est de dire que la raison ne doit pas céder le pas à la foi. Pourquoi? Parce que, donc, regardez, l'argument permet de justifier la position de l'auteur. L'argument, donc, permet de justifier la position de l'auteur. Donc, c'est parce qu'elles ne sont pas sur le même ordre qu'on ne doit pas les hiérarchiser. Deuxième argument, l'auteur fait une définition de la foi, et même la raison aussi, il le définit. Fait une définition de la foi et dit que la foi également ne doit pas être mise en dessous de la raison. C'est-à-dire la raison ne doit pas être mise au-dessus de la foi, parce que c'est aussi illégitime. Donc voilà les deux arguments qui composent le texte. Et quand vous voyez en bleu, tout ce que j'ai souligné en bleu constitue justement le second argument, là où il dit « Il serait tout aussi étrange qu'il soit exigé de la foi qu'elle cède le pas à la raison. » Donc la foi ne doit pas se mettre derrière la raison. Autrement dit, on ne doit pas les agencer, on ne doit pas les hiérarchiser. Le mot hiérarchiser ici, et c'est pourquoi je dis aux élèves, marquez de votre présence le texte. Parce que quand vous avez ici hiérarchisé, vous dites ranger, ordonner, etc. Quand vous avez foi, vous pouvez définir la foi comme, par exemple, l'étymologie peut vous aider. Ça vient de fides, confiance, ok? Même souvent on dit croyance, mais il y a une légère différence entre foi et croyance. Non, la croyance est plus large. Voilà, très bien. Quand il met ici démonstration, et comme je l'ai dit tout à l'heure, l'élève doit lier toutes les choses qui peuvent aller ensemble. Par exemple, ici, quand il dit pas légitime, donc je souligne ça. Quand il dit étrange, regardez la résonance des mots. Étrange, pas légitime, ok? Étrange, pas légitime, ok? Je ne vois pas. Donc, il ne voit pas la pertinence. Alors, donc c'est ça les différents arguments du texte. Maintenant, et c'est ce travail-là que l'élève doit faire. Et je pense qu'il doit cristalliser pratiquement l'essentiel du temps. 1 heure de temps, ou bien 1 heure pour comprendre le texte. 45 minutes, 1 heure, 30 minutes, 45 minutes, 1 heure. Parce que si le texte n'est pas compris, le texte ne pourra pas être expliqué comme ça se doit. Ni discuté. Ni discuté, Parce très bien. On ne discute que ce que l'on a déjà Absolument, compris. déjà compris. Oui, donc, est-ce qu'en résumé, professeur, on peut dire que ce texte-là, en fait, je vais peut-être dessiner les contours d'une introduction. Oui. Ce texte de Djibril Samb parlerait des relations entre la raison et la foi. Très bien. Comme prétexte pour Tout à fait. introduire, c'est-à-dire pour présenter le thème. Ensuite, la deuxième partie, vous aviez parlé tout à l'heure de présenter le problème, l'enjeu philosophique. Tout à fait. Donc, il s'agit ici pour l'auteur de répondre à la question de la hiérarchisation. Très bien.
entre la raison et la foi. Donc, en fait, sa thèse, sa position, pour lui, on ne doit pas les hiérarchiser. Absolument. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est pas légitime, parce que les deux ne sont pas du même ordre. Très bien. Deuxièmement, parce que la raison perdrait en étant inférieure à la foi, parce qu'elle est démonstration, elle est explosivité, elle est, je sais pas, elle est... Il y a un mot qu'il a utilisé. Oui, la démonstration, la puissance de la raison. déduction. Déduction, voilà. Induction. Induction. Très bien. Donc là, preuve. Voilà, preuve. Démonstration. Démonstration. Donc, est-ce qu'on peut résumer le texte ainsi? Tout à fait. Permettre aux élèves de comprendre. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Bon, pour l'explication, maintenant, c'est deux arguments. Oui, pour aller très vite. Le premier argument, c'est de montrer que ce n'est pas légitime, par exemple, de mettre la raison au-dessus de la foi. Parce que la façon dont procède la raison est démonstrative. Raison, ça vient du latin ratio, qui veut dire calculer. Quiconque approche les choses par la raison démontre, calcule, questionne, examine. C'est pourquoi ici, l'auteur l'a bien dit. Il faut ajouter qu'une raison qui se place, etc., perdrait tout ipso facto, tout titre à être appelé raison. Ça ne serait plus Donc, c'est dénaturer la raison que de demander à cette dernière de se mettre sous la tutelle de la foi. Si on traduit cela dans un langage ordinaire, on ne va pas demander, par exemple, à un philosophe, ou bien on ne va pas demander à un scientifique, par exemple, ou bien à un philosophe, d'être comme un croyant. C'est vrai qu'il est possible d'allier les deux. Mais on ne peut pas, par exemple, demander d'être plus croyant ou bien d'être plus philosophe, ou bien de dire qu'est-ce que vous mettez en rapport, qu'est-ce que vous mettez d'abord. Ça, c'est son point de vue, c'est le point de vue de Djibril Sambou. Donc, la raison procède différemment. Oui. Si elle se met sous la tutelle de la... C'est comme si on prend l'exemple du sport. On ne peut pas demander à un joueur de football de faire la même chose qu'un joueur de handball. Absolument. Parce que s'il le fait en football, il sera sanctionné. Très bien. Très bien. On n'a pas le droit en football d'attraper le ballon par la main. Absolument. Alors qu'en handball, c'est comme ça qu'on joue. Très bien. Donc on ne peut pas demander à la raison de faire la même chose que la foi. Que la foi. Ni la foi de faire la même chose que la raison. Et donc, vous l'avez bien résumé dans l'autre argument. L'élève montre que la foi ne peut pas se mettre sous la tutelle de la raison. C'est ça. Et ici, on voit que Djibril Sambou répond d'une quelconque manière à l'ambition que l'on a trouvée au Moyen-Âge, consistant à certains philosophes, à certains religieux, de vouloir utiliser systématiquement la philosophie pour expliquer, par exemple, certains dogmes religieux. Autrement dit, c'est ce qu'on appelle la foi, comme la raison comme servante de la foi, ou bien la philosophie comme servante de la théologie. Et même ça, c'est une perspective de discussion. L'élève pourra dire, ce que Djibril Sambou dit ici, effectivement, c'est ce que l'on retrouve. Par exemple, Djibril Sambou ne serait pas d'accord, par exemple, sur le fait que l'on prenne la raison, l'on demande à la raison de se mettre au service, par exemple, d'une religion, ou bien de se mettre au service de la croyance, parce que les deux ne sont pas sur le même ordre. Parce que aussi, la façon de procéder la foi, et les exemples que j'ai donnés par exemple, en exploitant ce texte, c'est que, par exemple, l'élève qui dit, je crois que le professeur est venu. Ce n'est pas le même niveau que je dis quand on dit, je sais que le professeur est venu. Parce que la raison fait appel à un savoir, fait appel à un retour de la pensée sur elle-même, fait appel à la possibilité de contestation, d'examen, d'opposition, voyez-vous, de preuve. D'un autre côté, la foi est basée sur justement une incertitude. C'est vrai que celui qui croit, celui qui a la foi, il pense qu'il a la raison, qu'il a la certitude. Mais ce n'est pas une certitude prouvée. Ici, donc, la foi n'est pas compatible avec la preuve. Il y a un philosophe danois du nom de Søren Kierkegaard qui dit que la foi n'a pas besoin de preuves, elle est son ennemi même. Donc, c'est exactement ce que Djibril Sambou rappelle ici en disant que dans l'acception classique, selon en fait, la tradition qu'on a l'habitude de voir avec les Grecs et la tradition ancienne, la foi est vécue comme une certitude subjective. Donc, ce qui est subjectif, c'est ce qui ne peut pas être partagé. Ce qui est subjectif, c'est ce qui n'est pas objectif. Donc, quand c'est subjectif, ça veut dire que c'est dans l'intimité de soi qu'on vit cette vérité, que l'on n'est pas capable de partager. Il ajoute personnel et direct. Donc, ce n'est pas quelque chose que l'on obtient à la suite d'une démarche procédurale. C'est quelque chose qu'on obtient de façon directe, soit d'un coup de génie, soit d'une intuition. C'est pourquoi, donc, on parle de grâce. C'est quelque chose qui vient et qui s'installe comme étant une vérité, mais on n'a pas les preuves. On ne peut pas demander à quelqu'un de justifier, par exemple, sa foi en Dieu.
Donc, c'est pourquoi il considère que donc cette foi-là a une façon de procéder qui est différente de la façon de procéder de la raison. Parce qu'ici, c'est une adhésion aveugle, effectivement, qui n'est pas assujettie à des... C'est pour cette raison qu'on ne peut pas les hiérarchiser, mais on peut les mettre ensemble dans un individu. Djibril Samb, il serait d'accord avec ça? Oui. Maintenant, en fait, ce passage-là ne dit pas cela. Ce passage dit on ne doit pas les hiérarchiser. Maintenant, peut-être, l'élève dans la phase discursive... S'il est d'accord avec la pensée de l'auteur, il peut la prolonger. En disant que... Peut-être ne pas les appréhender dans une quelconque structure d'ordre hiérarchique, mais les mettre, par exemple, sur le même plan, dans le respect de chacune, des limites de chacune. Parce que on sait que la foi n'est pas la raison, et la raison n'est pas la foi. Et tout le problème que nous avons souvent dans nos vies, c'est que nous faisons ces confusions-là. Même, vous avez bien raison de parler en langage footballistique, de dire, par exemple, on ne peut pas demander à un défenseur de faire comme un gardien, ou bien de demander à un attaquant, et même souvent, c'est ce qu'on fait. On compare souvent un joueur de football, Lionel Messi ou bien Sadio Mané, à Cheikhou Kouyaté, par exemple. Chacun a des tâches déterminées sur le terrain à faire. Ils n'ont pas les mêmes vocations, ils n'ont pas la même fonction sur le terrain. Maintenant, c'est ce plan-là. Ils sont obligés de faire équipe. Absolument. C'est ça. C'est obligé de faire équipe. C'est extrêmement, une idée extrêmement... Donc ça, c'est un prolongement de la thèse de l'auteur comme phase critique. Tout à fait. Maintenant, si l'élève n'est pas d'accord, il peut montrer que la foi s'oppose par principe à la raison. Et pourtant, par le passé, certains ont essayé de les allier tout en mettant la foi au-dessus de la raison. Avec bien possible. Les philosophes vous l'avez parlé tout à l'heure, du Moyen-Âge, ainsi de suite, de l'époque médiévale, où on a montré que il appartenait à la raison philosophique de servir de guide, ou en tout cas de se mettre au service de la foi religieuse. Tout à fait. Tout à fait. Et cela m'a fait penser à un autre texte de Ramatoulaye Diagne, qui dit vouloir demander à la philosophie de se mettre ou pas. Elle définit d'abord la violence et dit ensuite, demander à la philosophie d'être comme la religion. C'est faire violence à la philosophie. Parce que les deux ne procèdent pas de la même façon. Tout à fait. Ici, on humilie la raison. Là, il n'y a de vérité que lorsqu'elle est démontrée par la raison. Merci beaucoup, professeur. Merci, c'est très clair. Merci infiniment. Maintenant, si vous avez un dernier mot pour résumer tout ce qu'on vient de dire sur l'explication ou l'étude de texte en philosophie, qu'est-ce que vous allez dire aux élèves? Alors, ce que je dois dire aux élèves, c'est de pouvoir être attentif. D'abord, de choisir, comme je l'ai dit, de bien choisir. Ensuite, maintenant, de lire les trois sujets et de choisir. Et de bien lire. Parce qu'on peut lire sans pour autant comprendre. Toute lecture qui ne débouche pas sur une compréhension est une mauvaise lecture. Toute lecture qui débouche sur une compréhension est une bonne lecture. Et maintenant, l'on demande aux élèves d'être attentifs, de lire le texte, d'essayer de s'imprégner du texte, de comprendre les idées dans leur intimité, de voir les choses qui peuvent aller ensemble et surtout de faire un travail physique comme je l'ai fait ici et de marquer de sa présence le texte et ensuite maintenant d'en rendre compte de façon ordonnée. Tout en respectant en fait les critères déclinés par exemple dans les canevas de correction, la conceptualisation et la problématisation notée sur 7 points, l'argumentation notée sur 8 points et la communication notée sur 8 points. Parce qu'on ne peut pas faire aussi de la philosophie avec un langage extrême, parce que pour faire comprendre aussi, il faut pouvoir avoir une certaine maîtrise de la langue. De la langue française. De la langue. Et c'est cela que je vais dire aux élèves et par quoi je termine justement cette explication et je vous remercie encore une fois. Merci beaucoup, M. Samb. Chers téléspectateurs, nous arrivons au terme de cette émission de Parlons Philosophie qui a eu le mérite de revenir sur un des exercices les plus exigeants au baccalauréat, l'étude de texte en philosophie. Merci beaucoup et je vous donne rendez-vous aux prochaines émissions de Parlons Philosophie. Merci beaucoup.